quand j'étais interne, on avait monté un truc un peu comme ça s'appelait les ateliers de clinique contemporaine et de recherche en psychiatrie. On faisait ça au café de la mairie, place Saint-Sulpice. C'était absolument pas financé par une firme, c'était financé par les consommations qu'on prenait. Et c'était interdit aux patrons, mais y compris dans l'auditoire et parmi les conférenciers. Et donc ça veut dire qu'il y a bien la nécessité de faire quelque chose comme ça. Et alors du coup, puisque on est entre nous comme ça, ce que je peux vous raconter, quand on parle des jeunes psychiatres, nous qui ne sommes plus jeunes psychiatres, qu'est-ce qu'on dit des jeunes psychiatres? Alors, ce qu'on en dit, et ce qui est vrai, hein, c'est que le niveau scientifique des jeunes psychiatres a monté considérablement dans les 20 dernières années. D'une quantité que vous ne pouvez pas imaginer. Hein, d'une quantité que vous ne pouvez pas imaginer. Donc ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est qu'on trouve que les jeunes psychiatres ne sont pas aussi rebelles que ce que les jeunes psychiatres étaient il y a une vingtaine d'années. Et on pourra en discuter. Je pense qu'il y a plein de raisons institutionnelles qui font ça. Que les pensées de recherche se sont cristallisées alors qu'il y a 20 ans, tout était encore mouvant. Et donc que les jeunes pouvaient... il y avait un espace pour la critique beaucoup plus que maintenant. Voilà, ceci étant dit, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler de l'avenir des recherches qualitatives en psychiatrie. Ce qui a à voir avec un petit côté de rébellion aussi, hein, puisque vous avez tous remarqué que, alors que au début du XXe siècle, il y avait des recherches quantitatives en psychiatrie, hein, mais bon, vous savez quel a été le premier prix Nobel, pendant longtemps c'était le seul d'ailleurs, hein, prix Nobel de médecine attribué à un psychiatre. Pour quelle raison il a eu le prix Nobel? Alors, non, ça c'était pour l'impaludation dans le traitement de la syphilis tertiaire. Vous vous rendez compte un peu le niveau de la médecine biologique au début du XXe siècle. Donc on pensait qu'en donnant une fièvre, on donnait le paludisme pour donner de la fièvre pour traiter la syphilis tertiaire. Et au même moment, il y avait Freud qui faisait de la recherche qualitative. Et donc, il y a eu au début du XXe siècle beaucoup de recherches qualitatives en psychiatrie, et d'ailleurs, on peut critiquer, mais elle a eu un impact dans la pratique et dans la pensée psychiatrique majeur. Hein. Et aujourd'hui, vous ouvrez le JAMA Psychiatrie, vous ouvrez l'American Journal of Psychiatry, même les revues de pédopsychiatrie. Combien il y a d'articles de recherche qualitative dedans? Bon, de temps en temps, on met des études de cas. Enfin, c'est même pas des études de cas, c'est des cas cliniques racontés. Hein. Par moment, il y a des petites blagues historiques, etc. Mais c'est pour que les lecteurs se décontractent. C'est pas vraiment des trucs, voyez. Donc, il y a très très peu de recherche qualitative en psychiatrie. Et curieusement, ça devient à la mode en médecine somatique. Ce qui interpelle quand même au niveau des résistances que l'on a en psychiatrie par rapport aux recherches qualitatives. Et c'est vrai que quand vous en parlez avec les collègues de ma génération, vous dites, bon, mais alors, enfin universitaire, hein, vous dites, bon, alors la recherche qualitative, ouais, enfin bon, on a fait ça pendant 50 ans, c'était folklorique, c'était littéraire, mais bon, maintenant on fait des choses sérieuses. Hein, avant il y avait l'obscurité, maintenant il y a la lumière, et c'est vrai que les gens disent ça. Hein, c'est-à-dire que il y a même presque un discours de vérité autour de la recherche quantitative. Hein. C'est la vérité puisque c'est des nombres, alors qu'avant c'était du baratin puisque c'était des mots. Hein. Donc on est en devoir, c'est même pas en droit, de s'interroger sur la légitimité d'un tel discours. Après tout, pourquoi pas, hein. Après tout, les mots, c'est du baratin, c'est vrai, c'est pas formel, enfin c'est pas consistant, hein, on peut dire une chose et son contraire, et c'est vrai que Freud il a dit des fois une chose et son contraire. Bon, même parfois il reconnaît un petit peu, hein. Il ne reconnaît pas assez sûrement, mais et donc on peut dire, ben voilà, donc quand on est capable de dire une chose et son contraire, ben ça marche pas, quoi. Alors, bon, bien sûr le problème c'est que même les recherches quantitatives, on peut dire une chose et son contraire. Hein.
Vous savez, la mort subite du nourrisson, on a dit une chose et son contraire, et pourtant c'est pas de la psychiatrie, c'est un truc carré, et voilà. Alors, donc, je vous propose dans un premier temps de faire un zoom arrière et d'essayer de regarder, mais finalement, c'est quoi ces histoires de recherche qualitative et quantitative, à quoi ça fait appel, et bien entendu, vous avez remarqué que ça infiltre la société depuis très longtemps. Vous savez que les philosophes grecs, hein, c'était quand même, Platon et Socrate et tout ça, c'était quand même des qualitativistes. Et puis, mais vous savez, Platon, sur l'Académie, sur le fronton de l'Académie, il y avait marqué « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Donc quand même, il pensait que les mathématiques, c'était important. Hein, que la pensée formelle, cet état d'esprit-là, était important. Alors qu'ils n'en pratiquaient pas eux-mêmes. Hein. Et puis vous savez, Pascal, qui était un philosophe et un mathématicien, donc il y avait les deux, il avait distingué l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Je trouve que c'est une des premières conceptualisations de la recherche qualitative et de la recherche quantitative, quelque part. C'est-à-dire qu'il dit, l'esprit de finesse, c'est en gros l'esprit littéraire, l'esprit qualitativiste, consiste à regarder la réalité dans son complexité, hein, dans sa finesse, quitte à ce qu'il y ait du flou en tâche de fond. Et puis l'esprit de géométrie, eh bien là les concepts ils sont carrés comme en géométrie quoi. Il y a des cercles, des carrés, c'est les lois d'Euclide, etc. Donc c'est carré, c'est formel, c'est consistant, c'est un savoir dur, mais qu'est-ce qu'il est maigre, hein. Il ne permet pas d'avoir accès à la complexité des gens. Et voilà, et ce clivage a nourri toute la pensée occidentale jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des profs de français et des profs de maths, avec des clichés tempéramentaux et de personnalité, qui ont d'ailleurs été étudiés par Jacques Nimier, qui était un prof de maths qui est devenu professeur à l'Université de sciences de l'éducation. Il était prof de maths en lycée, hein. Et puis il a été psychanalyste en même temps. Et il a écrit plein de textes, notamment un livre sur la relation d'objets aux mathématiques. Qu'est-ce qui fait que les profs de maths ont plus d'autorité en classe en général que les profs de français? Parce que les mathématiques, et ça a à voir avec ce que je vous parle, ça a vraiment essentiellement à voir avec la recherche quantitative. Parce que le nombre a un peu un statut surmoïque. 2 plus 2 est égal à 4, ça n'est pas égal à 5, et ça s'imposera à vous et à tous les enfants qui apprennent les mathématiques toute votre vie. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Et vous voyez, ce signifiant-là imprègne la pensée du prof de maths. Symboliquement, il est associé à ça. Alors que le prof de français, eh ben, naturellement, il va raconter des trucs sur Corneille, et puis, bon, ben voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Et puis, naturellement, il y a les stigmates de tout ça au niveau de l'académie, c'est-à-dire des institutions universitaires, où vous avez, au sein de la sociologie, les quantitativistes, les qualitativistes, et c'est la guerre, quoi. C'est la guerre, c'est-à-dire ils se méprisent mutuellement, il y a des budgets séparés, quand un élève a choisi la mauvaise piste, c'est terminé, sa carrière est foutue. Enfin, cette histoire a vraiment un impact très fort sur la structuration de la société. Alors, qu'en est-il vraiment au niveau de la recherche qualitative et de la recherche quantitative? Alors, il y a des travaux écrits, hein. En général, d'ailleurs, ils sont écrits par des qualitativistes. Pourquoi? Parce que les quantitativistes, aujourd'hui, sont en position de force. Donc, ils n'ont pas à réfléchir aux enjeux épistémologiques qui opposent recherche qualitative et recherche quantitative, puisque en fait, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont l'argent pour les appels d'offres, en gros. Et donc, les qualitativistes, eux, ont réalisé des travaux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les recherches quantitatives, et ça marche assez bien en psychiatrie, opposent des groupes, ont affaire avec la statistique. Et en recherche en psychiatrie, c'est assez le cas. Hein, les recherches quantitatives, en général, à voir avec la statistique. D'ailleurs, vous lisez, je parlais du JAMA, psychiatrie, de l'américaine, etc. Il y a des statistiques partout. Hein. Donc on oppose des groupes de sujets, alors que la recherche qualitative, c'est s'intéresser à la trajectoire de vie, l'histoire d'un individu, et à regarder, à décrire qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie pour expliquer les modifications de trajectoire.
Alors par exemple, un auteur prend la dictologie et dit, ben voilà, un quantitativiste va dire les hommes consomment plus de toxiques que les femmes, les jeunes consomment plus de cannabis que les vieux consomment plus de vin encore etc. Vous voyez, on fait des... Et comme ça on dit, mais pourquoi ? Alors on va dire, c'est sociétal, c'est de l'impulsivité, c'est de la recherche de sensations, etc., etc., etc. Donc on oppose des groupes, mais rien sur un sujet. Alors que le qualitativiste va interroger un alcoolique dans un service d'addictologie et va lui demander, ben voilà, alors, vous vous souvenez de quand vous aviez 5 ans, 6 ans, etc. C'était comment chez vous? Ah ben alors, d'abord mon père est parti, j'avais 8 ans, et puis il tapait ma mère, et puis etc. Et alors il buvait, il était sous, enfin, etc. Et effectivement, quand c'est bien fait, on voit comment se construit la carrière de l'alcoolique, on voit comment il arrête, pourquoi il rechute, enfin pourquoi. On a l'impression qu'on voit pourquoi. Et tout ça, et bien entendu, on imagine que si vous voulez rendre tout ça quantitatif, c'est très difficile. On ne peut pas tout mesurer. Enfin, on ne peut pas tout mesurer en même temps. Peut-être qu'on peut tout mesurer, mais on ne peut pas mesurer tout sur un même sujet. Ce n'est pas possible, il faudrait une infinité de temps. Donc il y aurait quelque chose comme ça. Et puis, il y aurait en plus des différences méthodologiques, par exemple au niveau de la validité. Et d'ailleurs, beaucoup de collègues qui font de la recherche quantitative disent « Oui, mais bon, ces recherches qualitatives, c'est pas sérieux, quoi. Il n'y a pas d'accord interjuge, où sont les coefficients de kappa, d'intraclasse, etc. C'est quoi ?» Et c'est là vraiment que la perspective culturelle est très importante, c'est que les qualitativistes se moquent des quantitativistes à l'envers. Par exemple, donc, vous savez que l'accord interjuge, la reproductibilité de la mesure, est quelque chose d'essentiel en recherche quantitative en psychiatrie. Alors que cette question n'interpelle que très peu, mais parfois oui, mais que très peu les chercheurs en recherche qualitative. Et on dit, mais alors, s'ils n'ont pas de reproductibilité de la mesure, ça n'est pas scientifique. Oui, mais par contre, eux, ce qui les intéresse, c'est est-ce que mon entretien... Est-ce qu'il a été réalisé de façon à ce que j'ai pu vraiment capter ce que le patient ressent ou a vécu par rapport à la question qui m'intéresse? C'est-à-dire, je m'intéresse à la trajectoire d'un alcoolique. Est-ce que vraiment l'entretien que j'ai réalisé, il a capté les éléments biographiques qui ont à voir avec la trajectoire de cet alcoolique? Ils appellent ça l'accuracy, par rapport à la reliability qui est liée à la reproductibilité de la mesure. Eh bien, vous voyez, curieusement, quand on donne des questionnaires à des gens pour mesurer l'anxiété, la dépression, etc., est-ce qu'on vérifie qu'on a vraiment mesuré sur ce patient-là l'anxiété ou la dépression? Si ça se trouve, il a raconté n'importe quoi. Et tout le monde s'en fiche. C'est pas le problème parce que les instruments sont validés et donc les gens répondent. Et puis même, c'est quasiment revendiqué par les scientifiques, puisqu'en fait, que mesure l'instrument? Alors bon, on ne sait pas, vous savez, que mesure un QI, on ne sait pas. Mais bon, c'est la réponse à un questionnaire dans des conditions standardisées. Et en fait, on n'analyse pas l'intelligence, on analyse à la limite le QI, qui ne veut rien dire, mais c'est surtout, on analyse un processus opératoire. C'est ça que défendent les chercheurs quantitativistes, ce qui est faux, bien entendu. C'est que quand vous utilisez une mesure de dépression, quand vous utilisez une mesure de QI, la mesure de dépression, elle est vraiment censée mesurer vraiment la dépression des gens, et le QI est même censé mesurer l'intelligence. Personne ne s'en défend vraiment, sauf les ultra spécialistes. Donc on voit là, vous voyez que de chaque côté, il y a des positionnements méthodologiques avec des failles, et chacun regarde l'autre comme ayant des failles rédhibitoires. Bon, alors, on pourrait dire, d'accord, ce sont des cultures différentes. Il y en a qui font des statistiques sur des groupes de sujets. Il y en a qui regardent quelques individus. Et alors, il y a aussi, par exemple, j'aurais pu parler de la représentativité des échantillons. Vous savez, c'est très sensible. Tout à l'heure, vous avez discuté, je vous ai entendu, vous avez discuté de la représentativité de l'échantillon. On voit que vous êtes conditionné à ça. Un qualitativiste s'en fiche complètement de la représentativité. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est plutôt le maximum d'hétérogénéité. C'est-à-dire que dans l'étude précédente, on aurait voulu un premier épisode à 25 ans, un premier épisode à 14 ans, un premier épisode une fille, un garçon, très floride, d'emblée très déficitaire. Vous voyez, on aurait pris 20 patients, tous
de façon exagérée, très différents les uns des autres, pour avoir un panel qui représente, pas au sens de la représentativité, mais qui représente le panorama des premiers épisodes. Et les qualitativistes s'interrogent vraiment sur la propension à vouloir la représentativité dans les études statistiques, sachant que, comme vous le savez, en général, on ne l'obtient jamais. Alors, donc on pourrait dire, il y a des différences de culture. D'accord, ben voilà, c'est la vie. Tout le monde n'utilise pas les mêmes méthodologies, et puis chacun a de quoi vivre leur vie. Et on va prendre, peut-être que pour certaines questions, il faudrait une approche qualitative, et pour d'autres, il y a une approche quantitative. Alors en fait, je pense que la majorité des épistémologues considèrent ça. Que, en gros, pour aborder les questions de complexité, il faut des approches qualitatives, et que pour avoir des résultats solides, utilisables en termes politiques et de santé publique, il faut des outils statistiques et des approches quantitatives. Voilà. Et alors ça c'est la majorité, mais il y a une minorité d'épistémologues qui disent que c'est pas vrai. Qui disent que en fait il y a des situations, il y a un continuum, et que, eh ben c'est vrai, regardez un article dans JAMA Psychiatrie, eh ben dans l'introduction, dans la discussion de l'article, vous avez des textes libres où les gens se lâchent, hein, où on parle de Spinoza, etc. Enfin, et ils ont, pourquoi pas, ils ont le droit. Mais ça, c'est pas quantitatif, hein. Ça, c'est des interprétations, c'est des points de vue très personnels, hein. D'ailleurs, on voit parfois des espèces de prises de position qui n'ont pas grand-chose à voir avec les résultats qui sont obtenus dans les articles. Vous avez déjà dû remarquer ça, hein. Et donc, de fait, il y a des bouts qualitatifs dans les études quantitatives. Même en étant très provocateur, les études de neurobiologie, où sont les nombres? Il n'y a pas de nombres. Quand vous faites de la réceptorologie, vous utilisez des mots, hein. Vous avez des gels, des ELISA, des trucs, les anticorps, mais c'est des mots tout ça, hein. Le langage de la biologie moléculaire, c'est le langage courant. C'est pas, la biologie moléculaire n'est pas mathématisée. Ça n'est pas une recherche quantitative à proprement parler, hein. Et pourtant, d'ailleurs, on a du mal à dire que c'est une recherche qualitative, hein. Donc on voit bien que c'est plus compliqué, et même quand on regarde les qualitativistes, eh bien, ils ne peuvent pas s'empêcher par moment de recourir à des pourcentages. Ils disent, j'avais 40 sujets, eh ben, j'en avais la moitié qui étaient des hommes, la moitié qui étaient des femmes. Eh ben, en faisant ça, on utilise des quantités, hein. Et donc, il y a des collègues qui disent, ah mais en fait, il y a un continuum. Il y a un continuum entre le qualitatif et le quantitatif. Alors ça, c'est une deuxième position. Alors, il y a une troisième position, c'est que quand on regarde des protocoles expérimentaux, eh bien parfois on a du mal à dire s'ils sont qualitatifs ou quantitatifs. Je vais vous donner un exemple. C'est un travail qu'on a fait avec David Cohen et Daniel Milman. Donc Daniel Milman était doctorant en psychanalyse à Paris 7, sur les frères et sœurs d'enfants qui ont un cancer. Donc son truc, ça s'appelait l'éviction du rival. Quand un enfant a un frère ou une sœur qui a un cancer, vous savez, il paraît que les enfants qui ont un frère ou une sœur ont le fantasme que si leur frère ou leur sœur mourait, quelque part ça serait mieux parce qu'ils seraient tout seuls avec les parents. Et donc quand le frère ou la sœur est malade, gravement, il y a une culpabilité terrible qui étreint l'enfant. Il sait qu'il a eu le fantasme que ça serait mieux s'il était mort, or il est susceptible de mourir. Et donc il a le fantasme que c'est à cause de lui qu'il est tombé malade, puisqu'il l'avait pensé. Et cette culpabilité va traîner toute la vie, sans qu'elle ait été verbalisée, et les gens ont, c'est pas des troubles psychiatriques, mais ils ont une espèce de truc plus ou moins névrotique qui les empêche de vivre pleinement. Donc il travaillait sur ces adultes-là. Et il disait, bon, ben alors j'ai fait des cas, etc., mais finalement, tout ça, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est moi qui vois des trucs comme ça, ou est-ce que vraiment ces gens existent? Alors, donc, je voudrais faire une étude scientifique pour approcher cette question. Alors, on avait fait l'expérience suivante. On a pris 7 adultes
ayant eu, quand ils étaient enfants, un frère ou une sœur ayant eu un cancer, 7 contrôles du même âge, sexe et niveau socio-économique, qui eux n'ont pas eu de frère ou sœur qui avaient un cancer, on leur a posé la question, quand vous vous promenez dans la rue, quand vous allez au cinéma, quand vous partez manger chez des amis, expliquez comment vous voyez votre vie, comment vous vous sentez. Donc vous voyez un texte très ouvert en demandant aux gens d'associer en fait. Et on les filme pendant 5 minutes. Donc ça fait 14 vidéos. On les mélange et puis on les a données à 3 psychanalystes, à 3 internes en psychiatrie, à 3 externes, à 3 psychothérapeutes en thérapie cognitivo-comportementale, etc. Et on leur a dit voilà, donc chacun était tout seul chez lui, hein. Voilà, vous avez 14 vidéos, elles sont mélangées, il y en a 7 qui sont des frères et sœurs d'eux, 7 qui sont des contrôles, à vous de trouver quels sont les 7 et les 7. Eh bien, il n'y a que les 3 psychanalystes qui ont trouvé avec un P inférieur à 1 pour 1000, qui ont discriminé les 7 frères et sœurs d'enfants qui avaient eu un cancer des 7 autres. Alors ça, est-ce que c'est une recherche qualitative ou quantitative? Vous voyez, hein, d'un côté, on a vraiment un matériel clinique extrêmement fin, hein, un matériel clinique filmé, associatif. D'un autre côté, on a un petit P à la fin. Alors vous voyez, on sent bien qu'il y a un côté un peu artificiel de séparer ce qui est qualitatif de ce qui est quantitatif. Alors à partir de ça, on s'est dit, en fait, peut-être que ce clivage est complètement artificiel. En fait, c'est idiot de séparer ce qui est qualitatif de ce qui est quantitatif. En fait, c'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, entre nous, est-ce que vous trouvez que la recherche en physique, en mécanique classique, ou en mécanique quantique, c'est de la recherche quantitative, ça on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que ça a vraiment le même statut épistémologique que la recherche en neurosciences ou que la recherche en épidémiologie? La recherche en épidémiologie, c'est une recherche quantitative aussi, hein. Mais ce que vous avez vu tout à l'heure, est-ce que c'est pareil que faire de la physique classique? Pas vraiment. Pas vraiment. En physique classique, tout est mappé, comme on dit, dans R3, c'est-à-dire, voilà, tout l'univers est mathématisé. Et puis, on a des lois, hein, la force est proportionnelle à l'accélération, tout corps pesant s'intègre proportionnellement à sa masse, inversement proportionnel au carré des distances, et puis, etc., etc., etc. On n'a absolument pas ça en épidémiologie. Enfin, vous voyez, personne ne penserait qu'on peut représenter un patient psychiatrique intégralement avec des nombres et trouver des lois comme la force est proportionnelle à l'accélération. Hein, je pense que même le neuroscientifique le plus hard n'ira pas penser à un truc comme ça. Encore que. Peut-être que si. Mais bon, tout peut arriver. Hein. Donc, on sent bien qu'au sein des disciplines quantitatives, il y a une hétérogénéité. Et donc on s'est réunis à 4 avec Anne Fagot-Largeau, qui est prof de philo au Collège de France, avec Anne Reva Lévy, qui est de formation psychanalytique, et puis Suzanne Yang, qui est américaine, qui fait de la psychiatrie légale et qui est qualitativiste, pour essayer de démembrer, de proposer une typologie des recherches en psychiatrie. Le papier est sorti il y a une année, c'est dans Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine. C'est About Words and Numbers in Psychiatric Research. C'est gratuit, on peut télécharger l'article, ça ne coûte rien. Alors, on propose la chose suivante. On dit voilà, une recherche s'intéresse à un objet de recherche, et ces objets de recherche, on peut les décrire de façon différente, et on peut décrire les relations entre ces objets de recherche de façon différente aussi. Alors, en ce qui concerne la description des objets de recherche, on peut utiliser des mots. Donc les biologistes utilisent des mots, les psychanalystes utilisent des mots, les historiens utilisent des mots, et voilà. Et ils vivent très bien comme ça, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous avez des gens qui utilisent des nombres, mais vous en avez là-dedans, mais il y a 2 façons différentes. Vous avez ceux qui utilisent des nombres pour représenter globalement, de façon compréhensive, comme on dit, leur objet d'étude. C'est les physiciens. Alors vous vous dire, oui mais en psychiatrie ça n'existe pas? Si, ça existe. On va voir quoi.
Donc, représentation globalement mathématisée. Tout l'univers qui vous intéresse est mathématisé. Et puis, vous avez des gens qui ont un objet de recherche qui n'est que localement mathématisé. Et c'est vrai qu'en général, les recherches que vous avez dans les articles écrits en anglais sur PubMed, c'est ça. Hein, c'est-à-dire que vous avez un patient psychiatrique et vous allez avoir des petits spots de mathématisation, hein, la recherche de sensations, l'évitement du danger, la dépression, le ralentissement, le taux de sérotonine plasmatique, etc. Vous voyez, vous avez plein de petites touches, mais on n'a pas du tout la prétention à pouvoir tout mathématiser en général. Hein. On n'a que une espèce de... comme un tableau impressionniste où 90% des points auraient disparu. Hein. Donc voilà. Des représentations avec des mots, localement mathématisés, globalement mathématisés. Et puis, vous allez déterminer des relations hein, entre ces choses que vous mesurez ou que vous qualifiez avec des mots. Donc, il va y avoir des relations et vous allez faire des inférences sur ces relations. Et il y a des modalités différentes d'inférence. Avec les mots, enfin, donc vous avez l'herméneutique. Donc c'est typiquement ce que Freud fait, c'est-à-dire que il interprète. Hein. Il interprète, herméneutique, ça veut dire ça, interpréter, c'est-à-dire donner. Je vois quelque chose, je vois une patiente et elle est emblématique, elle est prototypique et je dis, en fait, je comprends à partir de ce tableau que le trouble obsessionnel et compulsif, c'est ça. Et alors c'est très curieux, hein, ça reste un peu un mystère, hein, on pourra revenir dessus si vous voulez. Comment ça marche? Vous savez que c'est un lien avec l'induction, que l'induction reste un mystère et que peut-être même c'est consubstantiel à la pensée humaine, peut-être que même nous ne sommes en fait que des automates à induction hein, et que c'est peut-être ça le mystère. Bref, en tout cas, il y a des disciplines qui fonctionnent par induction. Et puis vous avez des disciplines, et c'est beaucoup la recherche en psychiatrie aujourd'hui, qui fonctionnent à l'aide de la statistique. Alors, et puis vous avez les physiciens qui fonctionnent avec des équations déterministes. Alors là, il faut rentrer un tout petit peu dans le détail, 30 secondes. Tout ça n'est qu'un jeu de l'esprit. Hein. Quand les physiciens utilisent des équations pour représenter les relations entre les phénomènes qu'ils mesurent, ils savent très bien qu'en fait les relations qu'ils proposent sont fausses. Vous voyez, c'est pas parce que ce sont des équations mathématiques que c'est vrai, que la réalité est capturée par ça. Aucun physicien ne pense ça. Pourquoi? Parce que ça fait 500 ans qu'ils voient que tous les 100 ans, ceux qui pensaient avant, on se rend compte que c'est faux. Donc l'histoire montre que chaque fois qu'on pense qu'un truc est vrai en physique, en fait, ça s'avère être faux. Donc maintenant, ils savent que ce qu'ils font, c'est faux, sauf que ça colle suffisamment avec la réalité pour que les connaissances puissent avancer. Et que leur business fonctionne, quoi. Et on envoie des gens sur la Lune, etc. Ça marche, quoi. Ça marche, même si ces équations, qui sont des mathématiques, et à l'intérieur des mathématiques, elles sont vraies. Mais, en réalité, à l'intérieur de la réalité qu'elles sont censées représenter, c'est faux. Un tout petit peu faux. Mais il suffit qu'un truc soit un tout petit peu faux pour que ça soit faux. Donc, on a des représentations déterministes à l'aide d'équations mathématiques, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Et puis vous avez la représentation statistique. Alors là, qu'il y a un truc. Alors on pourrait penser que les statistiques, ça a à voir avec les mathématiques, donc c'est la même chose, mais fondamentalement, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le physicien met des lois un peu fausses qui s'appliquent à tous les objets, hein, quels que soient les objets pesants, la force est proportionnelle à l'accélération. C'est faux, mais je dis que c'est vrai pour tout. C'est un postulat, c'est un truc de travail. Alors que le statisticien ne travaille que sur des objets moyens. Quand vous comparez des moyennes, vous comparez des moyennes, vous ne comparez pas des individus. Et votre inférence va porter sur quoi? Elle va porter sur des sujets moyens qui n'existent pas. Les sujets moyens n'existent pas. Donc l'inférence en physique est une inférence absolue, universelle, légèrement fausse, mais elle est absolue et universelle, alors que l'inférence statistique est une inférence qui porte sur des sujets moyens qui n'existent pas. Donc c'est radicalement différent. C'est radicalement différent. Et ça a une importance clinique majeure. Hein, c'est qu'en fait, toute l'évidence-based medicine repose sur des sujets moyens qui n'existent pas, et c'est ce qui fait un malaise dans la transposabilité des résultats d'évidence-based medicine à la pratique médicale. C'est que
à force d'être conditionné par des sujets moyens, on voit en face de soi un patient moyen dès qu'il s'assoit et qu'il se passe plus de 5 minutes. Parce qu'on voit, ah oui, il est, alors pour nous ça va être, il est dépressif, unipolaire, et tac, tout d'un coup, pof, on met tout ce qu'on sait sur le sujet moyen, dépressif, unipolaire. Donc cette pensée statistique est très particulière et elle est fondamentalement différente à la fois de l'herméneutique littéraire et du déterminisme et des lois universelles que l'on a en mécanique. Donc vous avez des façons de représenter les choses avec des mots localement mathématisés, globalement mathématisés, et vous avez des systèmes de référence, l'herméneutique, la statistique, le déterminisme purement fonctionnel des mathématiques. Vous avez 3 et 3, vous pouvez croiser les 3 et les 3, et vous avez 9 types de recherche en psychiatrie. Et dans chacune des cases, on peut trouver quelque chose, pas toutes les cases, mais presque. Alors, par exemple, Freud, c'est des mots avec de l'herméneutique. La neurobiologie, c'est des mots avec un déterminisme. On va dire, la fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Oui, c'est une loi qui est énoncée, et c'est une loi qui est telle qu'on la prononce symboliquement, elle a une valeur d'universalité, ça n'est pas une loi statistique. Alors qu'en réalité, les études qui sont à l'origine de ça sont des études statistiques, puisque l'affinité n'est pas totale, etc., etc. Mais la façon de le dire, la façon de le gérer et de communiquer avec, c'est une loi. La fluoxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est comme ça. Alors vous avez bien sûr le gros de la troupe, c'est statistique et localement mathématisé. Alors vous me direz, globalement mathématisé, il y a des travaux de recherche en psychiatrie globalement mathématisés, les travaux connexionnistes, qui représentent pas un sujet, qui représentent le fonctionnement psychique à l'aide d'un réseau d'attracteurs. C'est-à-dire, on dit, le fonctionnement psychique, c'est une bille qui se balade sur un relief, comme des montagnes. Et dès que donc, mon cerveau, mon esprit, pas le cerveau, mon esprit flotte, et donc la bille bouge, et dès qu'elle tombe dans un attracteur, c'est-à-dire un puits de potentiel, mon esprit est fixé sur quelque chose. Et puis un nouveau stimulus arrive, tac, la bille repart sur son petit chemin, etc. Vous avez une métaphore géométrique du fonctionnement psychique. Le fonctionnement psychique est représenté entièrement à l'aide de la géométrie. Et on peut parler comme ça de psychose, de névrose, de surmoi, etc. Voilà. Il y a des travaux de psychopathologie connexionniste. Et qui relèvent de l'herméneutique. C'est-à-dire que vous voyez, tout ça n'est qu'une métaphore qui me permet d'interpréter le fonctionnement psychique à l'aide de représentations mathématiques, et ce qui montre bien que la quantification n'est pas étrangère à l'herméneutique, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au début. Alors, j'en arrive à la conclusion, et au titre quel avenir pour la recherche qualitative en psychiatrie? Alors, à la lumière de tout ça, bon, il y a d'abord les choses évidentes. Tout le monde, un peu raisonnable, reconnaît que nous avons besoin de plus de recherche qualitative dans la recherche en psychiatrie, qu'il n'est pas normal qu'elle soit sous-représentée comme ça. Il n'est pas normal que vous, qui êtes jeune, avez été très peu formé à la recherche qualitative. Il n'est pas normal que le niveau de pénétration de la recherche qualitative soit si faible en médecine. Juste pour vous donner un exemple, au jury du PHRC, un collègue présentait un projet pour évaluer une thérapeutique dans les maladies orphelines. Bon, il y a 15 patients en France. Alors je lui dis, vous savez, 15 patients, il veut faire un essai randomisé, mais ça ne va pas marcher. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dis, il faudrait faire une étude qualitative, c'est-à-dire, il va donner les médicaments et puis il va suivre des cas. S'il n'y en a que 15, il va les suivre et il va dire ce qui se passe avec des mots quand les patients prennent. Alors ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ça, une recherche qualitative? Qu'est-ce que c'est ça? Les gens, c'est pas votre moyenne d'âge, c'est des professeurs de médecine entre 50 ans et 60 ans. Ils ne savent même pas que ça existe. Vous vous rendez compte le problème culturel qu'il peut y avoir. Donc oui, alors, or, vous savez que les études, par exemple, les autopsies psychologiques sont des méthodologies extraordinaires pour comprendre ce qu'est le suicide, ce qui pose des problèmes méthodologiques terribles. Le suicide avéré, forcément, vous ne pouvez plus interroger les gens parce qu'ils sont morts. Donc, comment faire pour... Or, le suicide est un problème en psychiatrie, est un problème
majeur, hein, eh bien, les autopsies psychologiques qui sont essentiellement des études qualitatives, il y a un petit bout quantitatif, hein, mais c'est essentiellement qualitatif, ont été particulièrement informatives. Tout ce qui relève de la psychiatrie transculturelle, c'est très difficile de faire du quantitatif aussi par définition, puisque vous avez des cultures tellement différentes que l'utilisation des outils est problématique. Hein. L'histoire de la psychiatrie, c'est quelque chose qui est... je vous promets qu'il y a le très bon livre, l'histoire de la folie de Kettel. Je vous promets que quand on lit ça, ça fait réfléchir sur ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Et tout ça, c'est très fortement qualitatif. Donc oui, bien sûr, il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui fassent des M2 et des thèses avec des méthodologies qualitatives. Ça ferait du bien à tout le monde. Le problème, c'est que... il n'y en a qu'un seul, hein, c'est que les jeunes font de la recherche pour avoir un poste et qu'aujourd'hui, si vous faites de la recherche qualitative, vous n'aurez pas de poste. Donc voilà. Et c'est quand même un drame sociétal. Hein. Alors, deuxième, donc, oui, premier point, oui, il faut en faire. Deuxième point, oui, il faut en faire, mais il faut surtout dépasser ce clivage. Ce clivage nous a empêchés de penser ou plutôt nous a poussé à penser que vous aviez d'un côté des recherches quantitatives où l'investigateur n'interagissait absolument pas avec le contenu de ses résultats, et des recherches qualitatives où c'était la question numéro 1. Vous savez qu'en recherche qualitative, les investigateurs sont obnubilés par le fait qu'ils ont observé quelque chose avec leurs a priori, et que tout ça, il y a une interaction entre les deux, et que tout ça doit être explicité dans le moindre détail, sinon on a des biais dans ce qu'on rapporte, ce qui est logique. Hein. Et les quantitativistes considèrent que ils sont dans la neutralité du nombre et qu'ils n'ont absolument pas ce problème, ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. Les gens qui font de l'épidémiologie génétique ou de la génétique en psychiatrie ont des représentations a priori du sujet pensant et du patient psychiatrique très particulières qui infiltrent leurs discussions dans leurs papiers. Et on peut généraliser ça aux neurosciences aussi en général. On voit même parfois des positions défensives derrière l'approche quantitative. Hein. Et bien sûr qu'il faudrait, dans tout article scientifique, que l'on soit qualitativiste ou quantitativiste, assumer son statut. Alors on dit qu'il y a des conflits d'intérêts financiers, on doit les déclarer, mais on devrait dire aussi, eh bien, j'ai fait une formation de thérapie cognitivo-comportementale, et j'ai fait, etc., parce que forcément, ça veut dire quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que quand je dis ça aux collègues quantitativistes, ils disent mais enfin, de quel droit on aurait raconté notre vie comme ça? Eh bien, du droit que quelqu'un qui fait de l'épidémiologie sociale et qui est au front de gauche, c'est pas neutre. Voilà. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui fait de l'épidémiologie environnementale et qui a Europe Écologie Les Verts, c'est pas neutre. Et je vous promets que ça a un impact réel sur les résultats. Hein, ça a un impact réel sur les résultats. Et donc, ça devrait être dit. Parce que c'est un conflit d'intérêts, quelque part. Premier point. Deuxième point, on fait de la recherche en psychiatrie, mais donc normalement on doit faire de la recherche sur des patients psychiatriques, mais de qui parle-t-on quand on parle d'un patient psychiatrique? Est-ce qu'on parle de son cerveau, de son fonctionnement psychique, de lui et de sa famille, de lui dans la société? Et forcément, tout ça n'est pas pareil. Hein. Faire de la recherche sur tout ça, donc quand on dit « j'ai travaillé sur la synapse, etc., donc dans la schizophrénie, c'est ça ?» Non. Non, j'ai travaillé sur le cerveau des patients schizophrènes. Donc mes conclusions portent sur le fonctionnement du cerveau du patient schizophrène. Et maintenant, qu'est-ce que je peux en dire sur la vie psychique du patient schizophrène? Alors là, il y a un saut épistémologique qui nécessite de prendre du recul et de se dire attention. Troisième point de vue, on devrait expliciter dans la discussion ce qui relève purement de l'interprétation des observations, c'est-à-dire des faits expérimentaux, et ce qui relève des interprétations et des points de vue des investigateurs. Vous voyez par exemple, dans un papier, hein, officiellement, un scientifique ne peut pas dire « je pense que ces résultats sont en faveur de ça ». Le « je pense que » est tabou. Vous devez dire ces résultats sont donc en accord avec ce que tel individu a dit dans telle référence, qui dit que.
Eh bien, c'est pas bien parce que ça pousse les gens à chercher des références qui disent n'importe quoi et même à citer des références qui ne disent pas ce qu'on leur fait dire. Ça a été étudié. Hein. Et donc, on devrait dire explicitement dans les discussions, voilà le résumé des faits, voilà ce que tel auteur et tel auteur et tel auteur a dit et qui est rapporté avec ça, et voilà ce que moi, comme être humain, avec tout mon bagage et mes a priori, voilà ce que moi j'en pense. Alors après, on devrait aussi, et je termine là-dessus, sortir des carcans des représentations. Alors valider, est-ce que mon instrument est validé? Ah oui, non, mais vous vous intéressez à la complexité, il n'y a que le qualitatif qui s'intéresse à la complexité. Tout ça, c'est des idées reçues. Hein, tout ça, c'est des idées reçues. On a du matériel d'investigation, on a des textes, on a des photos, on a des vidéos. Eh bien, et on a des instruments qui permettent de réaliser des mesures sur ces textes, sur ces photos, sur ces vidéos, sur ces échelles. Ça peut être de la statistique. On peut faire de la statistique sur des corpus verbaux, hein. On peut faire du text mining. On peut faire des statistiques sur des photos, sur des vidéos. Mais on peut se servir aussi d'un être humain comme instrument de mesure. L'être humain va interpréter aussi comme un instrument le contenu des matériaux, et puis c'est tout. Et vous avez des méthodologies d'analyse de contenu, dont certaines sont extrêmement rigoureuses, avec de la reproductibilité qui est complètement comparable à la reproductibilité d'un automate statistique. Et puis vous avez des analyses de contenu qui sont beaucoup moins reproductibles, mais qui ont d'autres intérêts. Donc on a un panel de matériel de recherche, et on a un panel d'outils qui permettent d'analyser ce matériel de recherche, et le clivage qualitatif, verbal, quantitatif du nombre est complètement suranné. Alors, je termine juste sur un exemple. Alors, qu'est-ce que je proposerais, moi, comme étude qualitative un peu innovante? Moi, un truc que j'aimerais bien faire, et d'ailleurs, je vais essayer de le faire, c'est, vous savez qu'en génétique, on fait des études de jumeaux. Et moi, je serais vraiment curieux de prendre des vrais jumeaux, par exemple autistes, discordants, et de voir très précisément, avec une étude qualitative, comment est le jumeau malade et comment est le jumeau non malade, puisqu'ils ont le même patrimoine génétique. Est-ce que, même s'ils n'ont pas un a un phénotype autistique, l'autre a un phénotype dit sain. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire que son autisme à lui, et qu'est-ce que ça veut dire que son caractère contrôle à l'autre? Je me souviens d'une patiente que Philippe Gorhoud avait vue, qui était anorexique. Il apprend qu'elle a une sœur jumelle et que cette sœur jumelle vient la visiter. Donc vite, il prend tous ses instruments de mesure, il va la voir, et puis il ouvre la porte du bureau où elle était avec l'interne, et il voit une fille avec un BMI à 35. Et là, donc il fait un entretien, et puis il se rend compte, elle dit « Ah ben oui, je sais, j'ai tendance à avoir du surpoids, et donc par moment je me mets à me mettre au régime, et je sens que quand je me mets à mettre au régime, ça peut déraper, quoi. Et donc j'ai abandonné, maintenant je mange beaucoup, alors je suis trop grosse, mais c'est comme ça. » Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit avec le discours ce que la vulnérabilité génétique peut faire, et ce que le choix de vie peut faire à côté. Et ça éclaire de façon complètement différente les résultats de l'épidémiologie génétique. Merci pour votre attention.